Bonjour à tous et toutes, je suis Michel Habib, neurologue et directeur de Réseau 10, une association qui est dédiée à la prise en charge médicale des enfants qui souffrent de troubles d'apprentissage. Euh, on m'a demandé de faire l'introduction de trois conférences, donc la première de trois conférences. Et en tant qu'introduction, il m'a semblé intéressant de vous parler de généralités sur les neurosciences et les liens entre neurosciences et éducation. Alors, vous savez que la neuroéducation, c'est une nouvelle discipline, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que euh, les- il y a beaucoup de gens qui prétendent pouvoir apporter des messages importants aux enseignants à travers les neurosciences. Et finalement, quand on lit tous ces ouvrages, on a l'impression que les messages sont relativement de la banalité et des choses que tout un chacun sait déjà. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé d'extraire de ces lectures un certain nombre de points qui me paraissent potentiellement intéressants pour l'enseignant et qui puissent être réellement posséder des applications à votre pratique de pédagogue. Alors j'ai décidé de présenter mon exposé en trois parties. Une première partie de généralité sur neurosciences et pédagogie où j'aborderai quelques notions comme celles de neuroplasticité, de mémoire, d'attention, de motivation. Et je terminerai par la présentation de ce qu'on appelle actuellement l'organisation modulaire du fonctionnement cognitif et qui va déboucher sur le deuxième chapitre, celui de l'enfant 10, c'est-à-dire l'enfant qui a une dysfonction de ses modules cognitifs. Alors on parlera de définition, on va définir trois grands profils d'enfants 10 ou d'enfants dyslexiques, et on abordera un petit peu les causes et les mécanismes. Pour parler, en tant que neurologue, je me sens un peu obligé de parler du cerveau, donc je vous montrerai quelques images de cerveau de dyslexique. Puis surtout, j'aimerais pouvoir vous parler de facteurs d'environnement et tout particulièrement ce qu'on appelle le statut socio-économique, c'est-à-dire comment le, le- le- le niveau social et économique des familles peut influencer le développement même du cerveau et accentuer à un point qu'on découvre à peine les difficultés que présentent les enfants qui souffrent de troubles d'apprentissage. Et pour conclure, j'aborderai cette nouvelle place de l'enseignant au sein du parcours de l'enfant 10 et en particulier à la lumière de recommandations récentes ministérielles de la Haute Autorité de Santé où l'enseignant prend une place croissante et importante. Euh, dans donc la première partie, neurosciences et pédagogie, quelle utilité pour l'enseignant? En fait, on va pas pouvoir aborder toutes les fonctions qui sont impliquées dans les apprentissages. J'en ai écrit quelques-unes ici, mais je voudrais insister sur trois d'entre elles qui sont qu'on appelle les fonctions transversales, si vous voulez, la mémoire, l'attention et la motivation, de même qu'une fonction générale du système nerveux qui est la plasticité. Alors, qu'est-ce que c'est que la plasticité du cerveau? C'est la capacité à modifier du cerveau, à modifier sa structure et son fonctionnement au cours du temps. Alors, ce terme a plusieurs acceptions. D'abord, le terme de plasticité développementale, c'est comment le cerveau se modifie avec l'âge. De plasticité apprentissage, ce sont les modifications en fonction de la répétition d'un environnement, et c'est ça qui va nous intéresser le plus ici, c'est comment l'apprentissage modifie la forme même du cerveau, et comment l'exercice de la fonction euh, change littéralement la structure de l'organe qui est à l'origine de cette fonction. Et enfin, la plasticité restauration qui nous intéressera moins ici, qui est ce qui se passe quand il y a une lésion du cerveau, ce qui est évidemment pas le cas des enfants qui souffrent de troubles d'apprentissage. Alors juste pour vous rappeler avec ces deux schémas ce que c'est qu'un neurone, avec le noyau, l'axone et les terminaisons axonales qui vont au bout de ces terminaisons, on trouve les synapses qui permettent la connexion d'un neurone à un autre. Et c'est précisément ces connexions qui font toute la fonction finalement,
puisque c'est grâce à ces connexions que l'information peut passer d'un neurone à un autre, d'une partie du cerveau à une autre, et que cette transmission de l'information, elle est fondamentale aussi parce que on a prouvé de façon certaine que ce qui dysfonctionne chez les enfants qui ont des troubles 10, c'est précisément la transmission de l'information entre des centres cérébraux qui peuvent, eux, être intacts. Alors, les synapses, elles sont très très nombreuses. On en compte en moyenne 10 000 par neurone. Et chacune de ces synapses est une connexion avec un autre neurone. Et l'apprentissage est une fonction de ces synapses. On l'a montré de façon claire et répétée. Là, je vous montre juste une illustration un peu schématique, mais tout à fait proche de la réalité, qui est issue d'un livre de SVT de première, et qui nous montre ce qui se passe avant un apprentissage, après un apprentissage. Vous voyez ici les connexions neuronales qui sont dans un certain sens au départ. Elles vont se multiplier et les connexions vont être beaucoup plus nombreuses après l'apprentissage. Donc finalement, l'apprentissage va modifier la façon dont les neurones se connectent entre eux. Alors il y a des exemples dans la littérature scientifique classique maintenant qui est passée dans le grand public, par exemple les fameux chauffeurs de taxi londoniens dont on a prouvé que l'hippocampe du côté droit était plus développé que chez la moyenne des individus et que cette différence de leur structure cérébrale, en particulier cette zone d'hippocampe qui est impliquée dans la mémoire spatiale, cette différence, elle est d'autant plus importante que le, le professionnel exerce sa profession depuis plus longtemps. C'est-à-dire que plus il est taxi depuis longtemps, plus son hippocampe droit va être développé. Un autre exemple, c'est celui des jongleurs non initiés qui modifient la structure de leur cerveau, en particulier de leur lobe pariétal droit, cette partie qui est impliquée dans la coordination visio-motrice, entre avant et après 5 semaines d'apprentissage du jonglage. Donc le simple fait d'avoir appris à jongler modifie de façon considérable la structure de la zone de leur cerveau qui finalement est la plus impliquée dans cet apprentissage. À l'inverse, il y a des exemples de plasticité qui se manifestent par une perte de structure et d'information. Par exemple, ici, on nous montre ce qui se passe chez des adultes qui sont hindous, qui parlent hindi de naissance, et des Anglais qui parlent anglais de naissance, et à qui on demande de distinguer deux phonèmes qui ne se distinguent qu'en hindi. Et on voit que les hindis distinguent parfaitement bien à 100% ces deux phonèmes, ces deux formes du son te en hindi. On voit que les Anglais ne les distinguent pas du tout, et ça, on s'y attend. Par contre, ce qui est plus inattendu, c'est ce qui se passe chez des nourrissons anglais, c'est-à-dire qu'à 6-8 mois, ils sont presque aussi bons que des adultes hindis pour distinguer les T de l'hindi. Et des jeunes enfants de 10-12 mois sont presque aussi mauvais que des adultes anglais. C'est-à-dire qu'en 6 mois, de 6 à 12 mois, les nourrissons ont perdu la capacité de distinguer les sons d'une langue qui est autre que leur langue maternelle. C'est-à-dire qu'ils ont perdu des milliers de capacités perceptives, puisque ça c'est le cas de l'hindi, mais en fait ils ont perdu tous les sons qui existent dans toutes les langues de la Terre, pour ne garder que celles de leur langue maternelle. Donc là, il y a une réduction drastique de capacité et on sait que cette réduction correspond à une réduction drastique du nombre de neurones et de connexions dans certaines zones. Donc l'apprentissage s'est manifesté par une diminution et une perte d'un grand nombre de connexions qui correspond à une perte de fonctions qui sont rendues inutiles par l'environnement. Alors, un autre exemple qui va dans le même sens, c'est ce qui se passe entre 4 et 21 ans lorsqu'on mesure
l'épaisseur du cortex. Vous regardez en particulier le cortex frontal en avant du cerveau. Ce qui est rouge, c'est ce qui est épais, ce qui est bleu et vert, c'est ce qui est fin. Et on voit que l'épaisseur diminue progressivement de 4 à 21 ans, hein, en particulier dans les zones frontales, qui sont les dernières à s'amincir en quelque sorte. En d'autres termes, la maturation s'est caractérisée par une perte de l'épaisseur du cortex, donc certainement une perte de substance dans le cortex cérébral, et tout particulièrement dans le lobe frontal, qui est le plus lent à arriver à maturation. Et donc à 21 ans, il est à peine mature. C'est une information intéressante parce qu'elle nous montre que finalement le cerveau continue à croître ou à décroître selon la zone impliquée. En tout cas, la maturation continue à s'accentuer d'année en année, même largement au-delà de l'adolescence. Et donc, ça veut dire que si on intervient, par exemple, dans une thérapie ou un médicament sur la maturation, on peut encore être efficace bien après l'enfance. Un autre exemple de plasticité cérébrale, c'est ce que les neuroscientifiques aiment beaucoup, c'est une population qui est les musiciens professionnels. Alors quand on regarde le cerveau de musiciens professionnels, on s'aperçoit qu'ils ont des différences par rapport à des non-musiciens. Et ici, une des différences a été retrouvée chez des joueurs d'instruments à cordes sur leur hémisphère droit et tout particulièrement sur la zone qui contrôle le cinquième doigt, le petit doigt de la main gauche. Alors pourquoi de la main gauche? Parce que vous savez que les violonistes ont un apprentissage de leur instrument qui implique de façon très différente la main droite qui tient l'archet et la main gauche qui est beaucoup plus dans la motilité très fine. Et ça se manifeste par une asymétrie de la zone qui contrôle cette zone du cerveau qui contrôle cette motricité. Or, cette différence, elle apparaît de façon beaucoup plus nette en fonction de l'âge de début de l'apprentissage. Chez ceux qui ont commencé très tôt leur apprentissage du violon, on voit une très nette différence entre les deux zones du cortex pariétal. Alors que ceux qui ont commencé vers 15 ans, finalement, ne se distinguent pratiquement pas de sujets non musiciens. Donc ça veut dire que l'exercice quotidien pendant des années depuis l'enfance de cet apprentissage a modifié réellement, structurellement, la forme du cortex cérébral et dans ce sens. Alors une autre approche pour visualiser finalement cet effet de l'environnement et de l'exercice sur le cerveau, ça a été l'apport récent d'une technique d'imagerie cérébrale qu'on appelle DTI, c'est l'imagerie de diffusion. Et cette technique d'IRM permet de voir de façon très très précise, vous voyez ici par les différentes couleurs, les faisceaux et leur direction et leur trajet à l'intérieur du cerveau. Alors ça ne montre pas la surface là, ça montre l'intérieur, c'est-à-dire les connexions entre les différentes zones corticales. Et ces connexions, elles sont très intéressantes à analyser, en particulier un de ces faisceaux qui s'appelle le faisceau arqué, dont on sait qu'il est à la fois très important dans le langage, parce qu'il unit des zones qui sont importantes dans le langage, en particulier dans l'hémisphère gauche, ce qu'on appelle l'aire de Broca et l'aire de Wernicke. Et également que chez les dyslexiques, cette zone est probablement celle qui est le plus altérée de tout le cerveau. Et donc l'analyse en IRM de cette zone nous apprend beaucoup sur l'effet de l'environnement sur le cerveau, et en particulier, ici encore, l'exemple des musiciens. Là, on prend des enfants à 8 et à 10 ans. Un enfant, on ne lui fait pas faire de musique, et un autre enfant, on lui fait apprendre un instrument. Entre deux prises d'informations à 8 et à 10 ans, on s'aperçoit que le premier n'a pratiquement pas bougé en termes de structure et d'épaisseur de ces faisceaux, alors que chez le second, celui qui a fait 2 ans de musique, on a un triplement, un doublement ou un triplement de l'épaisseur de ce faisceau arqué, celui-là même qui est déficitaire chez les dyslexiques. Alors, quelques mots sur la mémoire. Alors, la mémoire, vous voyez, j'ai mis un S entre parenthèses.
parenthèse. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a plusieurs mémoires, et ça, on le sait à partir des neurosciences. On sait qu'il y a plusieurs mémoires qui, chacune, prend son siège dans une partie différente du cerveau. Alors, la plus connue, c'est l'hippocampe, celle qui sert au souvenir conscient, hein, ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Il y a aussi le noyau amygdalien qui euh, contribue à la partie émotionnelle des souvenirs. Le striatum, ou ganglion de la base, qui contient une partie qui s'appelle le noyau accumbens ici, qui est la zone de la motivation, qui permet de mettre en lien les, l'apprentissage avec toute tout le champ de la motivation dont on va voir qu'il est très important pour tous les apprentissages, et vous vous en doutez évidemment, dans votre pratique, l'enfant motivé et non motivé, ben, ils apprennent très très différemment, vous le savez bien. Et enfin le cervelet qui sert à une mémoire un peu particulière dont on reparlera, qui est la mémoire procédurale, c'est-à-dire un automatisme. Alors voilà les différents types de mémoire, on aime bien les mettre dans des cases comme ça, avec la mémoire à long terme, à court terme, pardon, la mémoire à long terme qui se distingue elle-même en déclarative et non déclarative. Déclarative, c'est la mémoire dont on a conscience, c'est-à-dire ce qu'on apprend au quotidien et ce que les enfants apprennent aussi à l'école. Et la mémoire non déclarative, ça contient en particulier cette mémoire procédurale, qui sont des acquisitions non conscientes, mais pas moins importantes pour autant. Alors la mémoire procédurale, on va s'y arrêter une minute. Elle permet l'acquisition et l'amélioration progressive des performances motrices ou cognitives, par exemple conduire sa voiture ou manger sans devoir être totalement concentré sur ses tâches. C'est une mémoire inconsciente, non pas au sens freudien de souvenirs refoulés, mais parce qu'elle est constituée d'automatismes sensorimoteurs si bien intégrés que nous n'en avons plus conscience. Alors c'est ça la mémoire procédurale, c'est ce qui fait que en insistant, en apprenant de façon répétée toujours le même geste, on arrive à l'automatiser et l'enfouir au fond du cerveau en quelque sorte, pour qu'on n'ait plus besoin d'en avoir conscience pour le garder en mémoire. C'est un apprentissage qui est laborieux, long, mais durable, contrairement aux apprentissages scolaires standards, on va dire, qui eux sont rapides, parfois très rapides. On peut apprendre la veille du jour où on a un examen. Souvent, parfois, pour certains, les plus chanceux, sans effort, ceux qui ont la meilleure mémoire, on va dire, mais souvent fugace, c'est-à-dire qu'on peut tout aussi bien avoir oublié 48 heures après ce qu'on a appris, ce qui n'est jamais le cas pour la mémoire procédurale. Ce qu'on sait également, c'est que la mémoire procédurale a un siège qui est différent du reste de la mémoire, hein. C'est-à-dire c'est une partie du cerveau qu'on appelle le cervelet, qui est capable de garder en mémoire ces informations d'automatisation de gestes, mais aussi de gestes mentaux, si vous voulez. Ce qui fait que dans l'apprentissage scolaire, il y a très probablement dans chaque apprentissage une partie qui est consciente, c'est celle qu'on voit, c'est celle qu'on peut percevoir, et une partie complètement inconsciente qui est de l'ordre de l'automatisme, de l'automatisation, et qui permet certainement la généralisation des acquis. Par exemple, dans l'apprentissage de la lecture ou de l'écriture, la mémoire procédurale a très certainement un rôle majeur qu'on connaît mal parce qu'il est difficile à mettre en évidence. Un autre type de dissociation de mémoire, c'est la mémoire à long terme et la mémoire immédiate. Alors, à long terme, par exemple ici, lorsqu'on demande à un sujet de répéter, de retenir 10 mots, hein, on s'aperçoit que des sujets, des adultes standards, vont pas répéter la totalité des mots, ils vont en oublier quelques-uns, mais les 3 derniers mots de la liste sont toujours répétés parfaitement. Eh bien, chez des Alzheimer, par exemple, qui ont une amnésie, une forme d'amnésie, on s'aperçoit que pratiquement tous les mots sont oubliés, hein, sauf les 3 derniers mots, ou qui restent intacts à peu près à l'identique de ce qui se passe chez des adultes standards normaux. Ce qui veut dire que les 3 derniers mots sont probablement stockés dans le cerveau à des endroits différents du reste des mots qui ont été appris dans la liste. Donc c'est un type de mémoire qui est sous-tendu par des zones cérébrales différentes, la mémoire immédiate par rapport à la mémoire à long terme. Notre représentation classique de la mémoire à court terme, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail, qui est la capacité à maintenir en mémoire pendant quelques secondes une information pendant qu'on est en train de l'utiliser.
Par exemple, j'écoute une phrase ou j'écris une phrase sur un papier. Euh, pour pouvoir aller jusqu'au bout, il faut que je garde en mémoire ce que j'ai écrit au début. Pour écouter le maître qui commence son cours, si au bout de 10 secondes j'ai oublié ce qui a été dit 10 secondes auparavant, évidemment c'est problématique. Mais ça c'est la mémoire de travail et c'est ce qui est vraiment altéré chez beaucoup d'enfants qui ont des difficultés d'attention en particulier, et tout particulièrement ce qu'on appelle les TDAH, hein, les enfants qui ont un trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité, qui ont un déficit de cette mémoire de travail avec des implications, un impact sur pratiquement tous les apprentissages, et tout particulièrement les mathématiques. Ça rend les mathématiques très très difficiles. Enfin, un mot du sommeil, évidemment. Quand on parle de mémoire, on ne peut pas ne pas parler de sommeil. Le sommeil, qui est un facteur favorisant de la mémorisation, et ce qui a été prouvé très largement par différents exemples. Par exemple ici, où on- on- on propose à des sujets d'expérience d'apprendre des syllabes sans signification, puis on les teste à 1 heure, à 2 heures, à 4 heures et à 8 heures. Soit de façon standard pour une partie d'entre eux, soit en leur permettant de faire une sieste entre les différents tests. Et ceux qui ont pu faire la sieste sont bien meilleurs dans le rappel des mots et des syllabes qu'on leur a appris. Mais c'est une capacité qu'a le sommeil sur la mémoire qui n'est importante que pour l'enfant et pas pour l'adulte. Il y a eu des expériences qui ont montré que si on fait faire une sieste avant et après un apprentissage, à un enfant, ça lui améliore l'apprentissage, à un adulte, ça ne change rien. Voilà, je vous laisserai continuer à lire ce diaporama concernant la partie sommeil et apprentissage, pour passer maintenant à l'attention et la motivation. Le premier pilier de l'apprentissage, c'est l'attention. L'attention, c'est un système de ressources à capacité limitée qui est capable de réagir instantanément à un stimulus externe, ce qu'on appelle la réactivité, donc l'alerte, de sélectionner parmi les stimuli les plus pertinents, ce qu'on appelle la sélectivité, et d'abandonner une routine pour une autre qui est plus pertinente dans la tâche en cours, la flexibilité. Tout ça, c'est sous la dépendance d'un système, d'une sorte de, réservoir, hein, qui serait à capacité limitée, plus limitée chez certains individus que d'autres, hein, et même qui aurait des fuites chez d'autres individus qui seraient là franchement pathologiques. Donc cette attention, elle va permettre de gérer et de réguler finalement la majorité des autres fonctions cognitives. Le deuxième pilier de l'apprentissage, c'est aussi une fonction de notre cerveau, c'est la motivation. Alors on sait maintenant qu'il y a des zones dans notre cerveau qu'on appelle le système de la récompense qui contrôle la transformation d'une recherche de plaisir en une action. Et finalement, ce système de la récompense est impliqué dans toutes nos actions et dans toutes nos performances, et y compris dans nos apprentissages. Alors c'est en particulier un noyau que je vous ai cité tout à l'heure, qu'on appelle le noyau accumbens, là, qui est ici, qui est très activé dans différentes tâches où il y a une recherche de plaisir, par exemple typiquement lorsque on joue à des jeux de casino, hein, ou des jeux vidéo, surtout quand il y a à gagner de l'argent, c'est là que ça se manifeste le plus. Eh bien, cette zone-là, elle s'active de façon massive lorsque on a mis en évidence un plaisir de l'apprentissage. Quand, par exemple, un apprentissage est réussi, quand un enfant arrive à apprendre une série de mots par rapport au fait où on lui met des mots qu'il ne peut pas apprendre, ben, on voit s'activer cette zone de la récompense, comme si le fait de parvenir, de réussir, était pour lui une récompense, au même titre que si on lui donnait de l'argent ou des bonbons ou d'autres sources de plaisir. Donc voilà pour la motivation.
Juste, je vous montre ce schéma qui montre l'importance dans le système de la motivation et de la réussite scolaire, hein, de l'estime de soi. En fait, tout trouble de l'acquisition, de la lecture, de l'écriture, etc., va entraîner un échec dans les apprentissages qui lui-même va immanquablement provoquer une baisse de l'estime de soi, qui est une sorte de, de conséquence obligée chez tous les enfants qui ont des troubles 10, de façon plus ou moins importante selon les cas. Donc cette baisse de l'estime de soi, la dévalorisation, a deux types de conséquences possibles. Soit une réaction de comportement d'inhibition avec de l'anxiété, la peur de mal faire et au final un découragement, hein, soit un trouble du comportement à type d'instabilité, d'agressivité au contraire. Mais dans les deux cas, cette baisse de l'estime de soi a pour conséquence d'aggraver l'acquisition, hein, et d'augmenter les effets du trouble. Pourquoi? Ben parce que si on est dans l'inhibition, on va être dans l'évitement de la situation d'échec, hein, et donc dans l'évitement de la situation d'apprentissage. Et lorsqu'on est dans l'agressivité, l'instabilité, l'hyperactivité, qu'on soit hyperactif ou pas au sens médical du terme, eh bien là aussi on va se priver d'informations et on va se priver d'apprentissage et donc aggraver dans tous les cas la cause du trouble. D'où cette spirale de l'échec qui fait je n'arrive pas à apprendre, je me mets en échec et j'apprends encore moins. Alors passons au trouble, puisqu'on a bien engagé cette discussion-là. D'abord, un concept de base, le système cognitif de l'enfant est constitué de modules distincts, étroitement interconnectés, mais ayant chacun des rôles spécifiques. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça permet de comprendre les raisons pour lesquelles un enfant est en difficulté. Et elles sont pas le même pour deux enfants, hein. Alors, quand le module qui est altéré a trait au langage, donc on va avoir ce qu'on appelle une dysphasie ou une dyslexie. Quand c'est la perception et la cognition spatiale, l'écriture et la motricité, on a quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la dyspraxie. Le calcul, c'est la dyscalculie. La lecture, vous le savez, c'est la dyslexie. Et les troubles de l'attention et de la mémoire immédiate, le TDAH ou troubles déficitaires d'attention. L'importance de cette conception en modules distincts, c'est que si un module est altéré, ça ne veut pas dire que les autres vont dysfonctionner. Au contraire, ils peuvent être très bons, voire excellents. Et effectivement, on peut avoir des enfants qui arrivent à compenser totalement un trouble dans un domaine parce que les autres modules arrivent à contrebalancer finalement le déficit du premier. Et une autre implication, c'est que si on veut réellement accorder des mesures qui soient spécifiques à chaque type de déficit, ben, il faut pouvoir analyser chaque module séparément et voir quels sont ceux qui sont intacts et quels sont ceux qui sont touchés, altérés. Ça peut être un module seulement ou plusieurs modules, mais le fait de cette modularité a pour conséquence que les troubles spécifiques de l'apprentissage se définissent eux-mêmes par une normalité de l'intelligence. C'est-à-dire que si on comprend que le système cognitif de l'enfant apprenant est fait de modules séparables les uns des autres, on peut admettre qu'un de ces modules soit altéré et que tous les autres soient intacts, d'où une intelligence qui est intacte, voire supérieure dans certains cas. Donc les troubles spécifiques d'apprentissage sont des troubles neurodéveloppementaux qui peuvent être la conséquence du mauvais fonctionnement d'un ou plusieurs de ces modules. Ils épargnent l'intelligence générale mais peuvent altérer le raisonnement dans un ou plusieurs secteurs cognitifs. Là, c'est l'importance de faire des QI aux enfants, ce qu'on appelle le WISC, qui est fait par les psychologues, y compris les psychologues scolaires, qui apporte vraiment une information très précieuse à la compréhension des troubles en montrant justement les modules qui sont altérés et les modules qui sont intacts sur lesquels on pourra se reposer pour aider l'enfant au mieux. Alors,
l'origine de ces troubles, on ne va pas en parler, mais c'est en grande partie génétique, mais ils peuvent se manifester de manière quantitativement différente selon diverses variables d'environnement, la langue, la culture, le niveau socio-économique, on va y revenir. Alors la présentation habituelle en constellation va tout à fait dans le sens de ce que je vous disais des modules, hein. C'est-à-dire quand le module de la lecture est touché, on parle de dyslexie. Quand c'est le module du langage oral, c'est la dysphasie. Quand c'est le module du calcul, c'est la dyscalculie. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a une zone très précise qui sert à ça. Et parfois c'est plusieurs zones, c'est plutôt des réseaux, des circuits qui sont spécialisés dans chacune des fonctions, mais qui, curieusement, peuvent dysfonctionner de façon élective, c'est-à-dire en laissant intacts les autres modules. Okay. Alors dyslexie, dyspraxie et dysgraphie, ce sont les troubles de la coordination, hein. Ça va souvent ensemble parce que l'enfant qui est dyspraxique, il a souvent un problème d'écriture et c'est finalement plus son problème d'écriture qui va avoir l'impact le plus fort sur sa scolarité que la dyspraxie en général, qui est une sorte de maladresse gestuelle générale, qui a un impact dans la vie quotidienne, qui a un impact aussi dans sa vie sociale, parce que l'enfant dyspraxique, il est très mauvais en sport, il va avoir des difficultés avec les sports de balle, des sports d'équipe, et il va se faire mettre à l'écart, et donc socialement, ça va vraiment lui poser des problèmes, et il faut vraiment savoir prendre en considération cette dimension sociale de l'enfant dyspraxique, parce que ça peut être le plus pénalisant pour lui encore que les difficultés qu'il rencontre au niveau de sa scolarité. Alors on a mis ici la dyschronie, c'est un trouble qui est assez fréquent chez les enfants dyslexiques et surtout dyspraxiques, qui est une difficulté à acquérir des notions de temps, de se repérer dans le temps, de pouvoir évaluer la durée d'un événement, de pouvoir lire l'heure sur un cadran, de repérer les dates, les dates importantes dans l'année, etc. Et ça, c'est vraiment très fréquent chez les enfants 10. Alors, une caractéristique de ces troubles 10, c'est qu'ils ont tendance à survenir en association les uns avec les autres. Par exemple, il y a 35 à 40% des enfants dyslexiques qui ont aussi des troubles du calcul. Il y a 40 à 50% des enfants dyspraxiques qui ont aussi un TDAH, donc des troubles de l'attention. Et ce qui fait que finalement, on est presque surpris lorsqu'on voit un enfant dyspraxique qui n'aurait pas de trouble d'attention associé. Okay. Et du reste, l'association du trouble de l'attention et de la dyspraxie fait que ces enfants qui sont en déficit attentionnel, ils vont avoir d'énormes difficultés à réaliser des doubles tâches, c'est-à-dire de pouvoir écrire et se concentrer sur leur écriture tout en écoutant ce que dit la maîtresse ou le professeur. Et finalement, la double tâche les pénalise de façon très importante. Pourquoi? Parce que l'écriture n'est pas automatisée, ils sont obligés d'y penser, de faire des efforts pour écrire, d'où l'intérêt, dès que c'est possible, de remplacer l'écriture par le clavier de l'ordinateur, qui, lorsqu'il est en général plus facile à acquérir que l'écriture, permet une automatisation totale et une écriture qui peut être même parfois plus rapide que la majorité de l'écriture manuscrite et de la majorité des individus ordinaires normaux. Voilà donc pour ces principaux troubles, leurs associations possibles. Et finalement, on se retrouve en pratique avec 3 profils. C'est pas inintéressant de se représenter l'ensemble des troubles 10 selon ces 3 profils, vous allez voir. Un profil qui est phonologique, bon, ce sont des enfants qui n'arrivent pas à entrer dans la lecture au CP, au CE1. La raison pour laquelle ils n'y arrivent pas, c'est une raison d'ordre linguistique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les outils langagiers, et en particulier ce qu'on appelle la phonologie, c'est-à-dire la conscience des sons de la parole, qui leur permettent d'entrer dans la première étape de la lecture, qui est de mettre en relation les graphèmes, la forme écrite, et les phonèmes, la forme orale des mots. Et à partir de ce moment-là, ils ne peuvent pas entrer dans les premières étapes de la lecture, donc ils ne peuvent pas aller plus loin dans les étapes de reconnaissance globale des mots, etc. Et ils vont rester dans de grandes difficultés de lecture à l'immédiat. Et très, très souvent, on s'aperçoit que ces enfants-là, ont eu des difficultés de langage oral plus ou moins importantes, parfois pas non décelables, hein,
Et ils vont garder après, même si quand leur dyslexie sera résolue, ils peuvent garder des difficultés à s'exprimer à l'oral, des difficultés à rédiger, à concevoir des discours et des rédactions qui soient cohérentes et compréhensibles. Et souvent, c'est la trace de finalement que ce groupe d'élèves ont une dysfonction de l'ensemble de leur système linguistique, même si la seule manifestation qui a été évidente, c'est au niveau de la lecture. Le deuxième profil commence un peu comme le précédent, c'est-à-dire des enfants qui au CP n'arrivent pas à apprendre à lire, mais chez eux, au contraire, les processus linguistiques sont totalement intacts. Et on a beau faire des tests les plus fins possibles, avec des tests orthophonistes les plus détaillés, on ne mettra pas en évidence de troubles du langage oral, pas de troubles de la phonologie, et donc on ne peut pas impliquer le langage comme cause de leurs difficultés. En fait, chez eux, c'est un problème visio-attentionnel, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à ajuster leur attention sur la taille des mots, des lettres et des mots, et finalement on arrive à une lecture lettre par lettre très, très lente, très coûteuse du point de vue cognitif, et avec une fatigue intellectuelle qui arrive très vite lors de la lecture, et la possibilité de perdre de l'information, justement parce que ils ne peuvent pas focaliser leur attention sur ce qu'ils sont en train de lire. Le troisième profil, et souvent ces enfants ont des troubles de l'attention plus généraux, et certains font partie du groupe dont je vous ai parlé, des TDAH, donc des troubles déficitaires d'attention, avec ou sans hyperactivité. Alors il est important de savoir que le trouble déficitaire d'attention sans hyperactivité, ce sont des enfants qui ne bougent absolument pas, qui sont très tranquilles, contrairement aux hyperactifs classiques, hein, mais qui n'en captent pas plus au point de vue attentionnel que des TDAH qui n'arrêtent pas de bouger. Parce que le mécanisme est le même, et en particulier c'est chez les petites filles TDA, on va trouver beaucoup de cas qui ne sont pas hyperactifs, mais qui ont des troubles attentionnels aussi importants que les hyperactifs. Et très souvent, on va donner des médicaments pour lutter contre ce trouble déficitaire d'attention, qu'il soit accompagné ou pas d'hyperactivité. Le troisième groupe d'enfants, d'élèves, on va dire, qui peut se présenter à vous avec des difficultés, on va le qualifier de dyspraxique. C'est un enfant qui, au début, comme les deux autres, a des difficultés à entrer dans la lecture, mais très vite, avec quelques séances d'orthophonie, au bout d'un an et demi, on s'aperçoit que sa lecture se normalise pratiquement, ce qui n'est pas du tout le cas des deux groupes précédents, et que ce qui va devenir problématique pour lui, et de plus en plus problématique, c'est l'écriture, comme si au fur et à mesure que la lecture s'améliore, l'écriture devient de plus en plus déficitaire. Alors c'est pas qu'il écrit de plus en plus mal, c'est que ses capacités d'écriture s'éloignent de plus en plus de ce qui est requis au niveau scolaire, qui croît d'année en année en termes de rapidité et de précision de l'écriture, bien sûr. Donc ce profil dyspraxique représente un peu une forme un peu amoindrie de dyspraxie, c'est-à-dire ce n'est pas des enfants qui sont forcément très très maladroits ou en grande difficulté de coordination motrice, mais voilà, ils ont ce décalage finalement entre la maturation motrice qui a toujours été un peu en retard sur le reste de leur maturation intellectuelle. Voilà. Et ce décalage-là se manifeste très souvent au niveau scolaire par des difficultés dans l'écriture et aussi dans tout ce qui est perception visuo-spatiale avec des conséquences en particulier en mathématiques, dans la géométrie qui est très souvent leur bête noire, hein, ces enfants dyspraxiques. Alors voilà donc pour ces trois profils. Alors je vais passer là-dessus. Quelques mots du cerveau du dyslexique pour vous schématiser un peu, résumer ce qui se sait actuellement sur la différence entre un cerveau dyslexique et un cerveau ordinaire. C'est deux différences principales. L'une, c'est dans la fonction, l'activation des zones du cerveau. Les zones qui sont dans la région temporale, ici pariétale et frontale, sont trois zones qui servent à la lecture et qui sont activées sur un cerveau standard lorsqu'on lit et qui se mettent en activation lorsqu'on apprend à lire. Voilà.
Et l'enfant dyslexique, ou l'adulte dyslexique également, ne va pas être capable d'activer suffisamment ces différentes zones. Et la deuxième différence, c'est plus une différence fonctionnelle, c'est une différence morphologique. C'est que ces fibres de substances blanches, ce qu'on appelle les connexions que je vous montrais tout à l'heure sur les IRM, hein, entre les régions postérieures et antérieures du langage, hein, elles sont beaucoup moins bien développées chez les sujets dyslexiques, ce fameux faisceau arqué dont je vous parlais, vous voyez, qui est représenté plus fin ici que sur un cerveau standard. Et finalement, ces deux caractéristiques se combinent probablement pour être à l'origine du trouble. Alors on sait que c'est l'origine parce qu'elles sont présentes même avant l'apprentissage de la lecture. On aurait pu penser que ce soit des conséquences du fait d'être moins confronté à la lecture à cause de la dyslexie, mais non, c'est le contraire. Dès l'âge de 4-5 ans, on peut mettre en évidence chez les enfants qui seront dyslexiques une moindre activité de ces zones et une moins bonne organisation de ces fibres qui unissent ces zones. Okay. Ce qui veut dire que probablement il y a un terrain génétique qui explique ces anomalies, même si, comme on va le voir, la génétique n'explique pas tout. Alors, donc je vais passer là-dessus. Alors, un des facteurs qui a été le plus étudié, c'est le facteur socio-économique. On sait en particulier qu'il y a beaucoup plus de troubles 10 et de dyslexie en particulier dans les milieux socio-économiquement défavorisés. On a montré que des adultes qui avaient été dyslexiques ont beaucoup plus souvent une persistance de la dyslexie s'ils proviennent de milieux défavorisés, alors que lorsqu'ils sont dans des milieux plus favorisés, ils vont parvenir à compenser leur dyslexie. Et on peut même montrer que la façon dont leur cerveau compense se rapproche de ce qui se passe chez le témoin normal, alors que chez ceux qui ne compensent pas, ben, leur cerveau s'en éloigne. Hein. C'est-à-dire que le cerveau n'est pas capable de mobiliser des zones pour compenser le déficit lié au trouble initial. Et donc ça, c'est vraiment une conséquence majeure de l'effet du milieu social hein, sur les apprentissages et sur le trouble d'apprentissage qui se trouve littéralement aggravé par ce facteur, comme une sorte de double peine hein, d'avoir une dyslexie et en plus d'être issu d'un milieu défavorisé. Ça va laisser des traces indélébiles et durables. Alors, qu'est-ce qu'on en sait d'autre? Oui, il y a des travaux qui ont montré que certaines de ces connexions sont plus liées à un facteur génétique, alors que d'autres connexions, je n'entrerai pas dans les détails, en particulier les connexions ventrales qui servent à l'accès direct des mots au sens, hein, sont plus liées à un faible niveau socio-économique. Donc ça veut dire que la génétique et le milieu socio-économique ont tous les deux un effet sur le cerveau, mais probablement pas aux mêmes endroits et au développement des mêmes structures. Donc en résumé, le cerveau du dyslexique est caractérisé par une dysfonction, probablement d'origine neurodéveloppementale, de différentes aires corticales du cerveau, principalement dans l'hémisphère gauche, celui du langage. Anatomiquement, les faisceaux de connexion qui relient entre elles ces aires sont également moins bien structurés, et ce probablement en rapport avec une fragilité génétique de ces systèmes. En revanche, l'intensité de la dysfonction, comme la déviance structurelle, semble fortement sensible à divers facteurs d'environnement et culturels, expliquant que des interventions même tardives soient capables d'améliorer significativement le trouble. Alors parmi ces facteurs d'environnement, je vous ai parlé du niveau socio-économique, mais il y en a un autre que je n'ai pas cité, vous retrouverez les diapositives correspondantes, c'est la langue maternelle. On a prouvé que le cerveau réagit différemment selon qu'on apprend à parler anglais ou italien, et que l'on apprend à parler chinois ou une langue occidentale. Et dans les deux cas, la différence est liée au style alphabétique, c'est-à-dire que en anglais, par exemple, il y a très peu de correspondance entre les sons et les lettres, alors qu'en italien, il y a une correspondance parfaite entre les lettres et la façon dont ils se prononcent. Et donc finalement, on peut comprendre que
ça, ça met en jeu des zones différentes du cerveau, selon si on a appris pendant l'enfance à lire en italien ou à lire en anglais. Et qui plus est, on a pu montrer qu'il y avait plus de dyslexiques chez les Anglais que chez les Italiens, chez les anglophones que chez les locuteurs de langue méditerranéenne. Et pour ce qui est du chinois, la différence est encore plus flagrante. Vous verrez sur les diapositives que je vous ai laissées. Les zones qui sont actives quand on lit sont tout à fait différentes de celles des occidentaux. Et ces zones sont dysfonctionnelles, les zones qui sont dysfonctionnelles chez les dyslexiques chinois sont également différentes des zones dysfonctionnelles chez les dyslexiques occidentaux. Donc voilà pour cet effet de l'environnement qui est très important, mais qui va nous permettre de faire le lien avec la dernière partie. C'est justement la place de l'enseignant dans le parcours de l'enfant 10 et qui va me permettre d'insister sur faire l'articulation avec les travaux qui vous seront présentés par mes collègues dans les conférences ultérieures, hein, savoir ce que nous menons actuellement dans les secteurs REP et REP+, en termes de repérage et de remédiation pédagogique des enfants en difficulté d'apprentissage. Alors tout ça prend sa racine dans un texte qui a été publié il y a 2 ans par la Haute Autorité de Santé et qui aborde la question comment améliorer le parcours de soins d'un enfant avec troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Alors, ce parcours de soins, il est schématisé dans ce texte sous la forme de 3 niveaux. Un niveau 1 qui est le médecin de l'enfant et l'orthophoniste en général. Ce sont des situations simples qui vont être résolues en quelques années ou voire même ne pas apparaître si on arrive à les régler très vite. Des situations plus complexes qu'on appelle de niveau 2, pour lesquelles on a besoin de plusieurs intervenants, par exemple un orthophoniste, un psychomotricien et un neuropsychologue, donc une équipe pluridisciplinaire. C'est ce que nous faisons, nous, à Réseau 10, dans le CESAD ou au CERTA. Et puis un niveau 3, justement, celle du centre de référence, quand c'est des situations très complexes. Mais ce qu'apporte cette représentation du parcours, hein, c'est qu'avant d'entrer en niveau 1, il y a une étape précoce qui est indispensable à prendre en compte parce que c'est elle qui va déterminer toute la suite. C'est la prévention pédagogique. Et ce que préconise la HAS, c'est de faire une véritable première étape de prévention pédagogique sous la forme d'un repérage par l'enseignant au CP et au CE1. Alors, éventuellement, on vous montrera qu'il y a des outils spécifiques que peuvent utiliser les enseignants pour repérer les enfants qui sont à risque d'avoir des troubles 10. Et puis, lorsqu'ils sont repérés, de pouvoir leur faire profiter de méthodes de remédiation qui sont en partie inspirées de la rééducation, mais en partie pédagogiques, reposant, on va le voir, vous le verrez, sur des outils pédagogiques, mais qui ont été choisis de façon spécifique pour s'adresser à certains types de difficultés. Et ça, c'est un petit peu ce qui est préconisé ici. Donc, l'identification de la difficulté et de la gêne, l'information des parents par l'enseignant, la pédagogie différenciée en petits groupes à besoins similaires, et seulement dans un deuxième temps, en l'absence d'amélioration malgré les aides précédentes, donc on arrive après 6 à 18 mois, on va dire, d'apprentissage qui n'a pas fonctionné, hein, malgré les aides, à ce moment-là, si absence d'amélioration, en lien avec les parents, réunion de l'équipe éducative et on décide de véritables aménagements, soit un PAP, soit un PPS, selon le degré de sévérité, et puis d'adresser l'enfant à un professionnel de santé. C'est-à-dire qu'il y a toute une étape préalable où la responsabilité du début du parcours appartient à l'enseignant et à l'équipe enseignante avec les enseignants spécialisés, éventuellement le psychologue scolaire, etc. Alors, dans cette première étape, nous, on travaille beaucoup sur la façon d'accompagner les enseignants pour
apprendre et automatiser ces gestes qui sont très importants pour cette nouvelle mission, hein, une nouvelle mission qui n'est pas une mission thérapeutique, il n'est pas question de se transformer en thérapeute, hein, mais il est question de prendre conscience de l'importance de l'enseignant, non seulement en tant que celui qui apporte la connaissance, mais en tant que celui qui évite que des enfants qui sont en difficulté restent ou aggravent leurs difficultés. Voilà. C'est vraiment deux rôles différents et je crois qu'on va arriver à ce que ces deux rôles soient totalement intégrés l'un à l'autre. Alors donc le rôle de l'enseignant, tel que la haute autorité de santé, vous voyez, c'est un peu paradoxal. On parle de l'enseignant, mais c'est l'autorité de santé qui prend la parole, hein, mais c'est pas anodin, ça veut dire quelque chose, c'est une évolution. Une pédagogie adaptée permet de réduire les difficultés d'apprentissage et d'orienter uniquement les élèves le nécessitant vers les professionnels de santé. Évidemment, ça va avoir une vertu, cette étape-là, c'est de ne pas médicaliser des enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, mais qui ne relèvent pas d'un trouble identifiable. Et c'est également de pouvoir donner toutes leurs chances aux enfants de récupérer le plus possible dans cette première étape avant d'en arriver à un recours extérieur. Alors, le cas particulier des écoles en secteur fragile et socialement fragile est particulièrement intéressant, enfin, en tout cas nous a beaucoup intéressés. D'abord parce qu'il est souvent mis de côté et sous-estimé dans son importance, et aussi parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, finalement on s'aperçoit qu'un milieu socio-économique défavorisé va entraîner une sorte de double peine pour le cerveau de l'enfant qui a des difficultés. C'est-à-dire qu'il a une anomalie de base qui est à l'origine du trouble, hein, et en plus de ça, un effet défavorable de l'environnement sur cette anomalie qui va accentuer le déficit parce qu'il augmente l'altération qui est à l'origine de ce déficit, hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas soit l'environnement, soit la biologie. C'est les deux là, dans ce cas-là. C'est l'environnement et la biologie sont indissociables l'un de l'autre. Et on ne doit plus raisonner en acquis ou génétique. C'est plus ça, hein. Il y a toujours les deux, en fait. Toujours les deux. Alors, bon, le dédoublement des classes de CP et CE1 a beaucoup apporté et tout le monde est unanime là-dessus. Ça permet entre autres le travail en sous-groupe à besoins similaires pour ces enfants qui sont en difficulté. Il y a une plus grande nécessité d'accompagnement des familles. On sait qu'ils ont un déficit d'information et d'accès aux soins. Et donc, il y a vraiment un rôle très important à jouer en collaboration avec des associations spécialisées, des associations de famille et des associations comme la nôtre, comme un Réseau 10, où on se donne parmi les objectifs celui d'accompagner les familles pour augmenter leur connaissance sur la problématique, ce qui est très important. Et puis, vous le savez aussi, dans ces quartiers défavorisés, c'est là aussi qu'il y a le moins d'orthophonistes et c'est là qu'il y a le plus grand manque de ressources de soins qui vient s'ajouter à la problématique. Et parfois, la seule issue possible, justement, c'est de développer les remédiations le plus pertinentes possible à l'intérieur même de l'école. Alors, pour le moment, les praticiens de santé n'interviennent pas régulièrement dans l'école et c'est pas leur rôle et c'est pas le système scolaire français ne le permet pas, hein. Par exemple en Suisse ou en Belgique, l'orthophoniste a un bureau dans l'école et rééduque dans l'école les enfants qui en ont besoin, mais en France c'est pas le cas. Donc pour le moment on doit beaucoup compter sur les enseignants. Alors je vous ai mis ici une étude qu'on avait faite il y a quelques années sur 3 collèges différents, représentatifs de 3 milieux socio-économiques différents, un dans le 15e, un dans le 9e. Hein, vous imaginez bon, la différence, l'opposition des ressources des familles dans les deux cas, et un intermédiaire qui est au Vieux-Port. Alors ce qu'on voit, c'est qu'on leur a proposé un outil qui s'appelle Repère 10, qui est fait normalement pour repérer des troubles 10 au CM1 et au CM2. Et on a proposé à des sixièmes, à l'ensemble des sixièmes de chacun de ces lycées, de ces collèges. Et ce qu'on voit, c'est que dans le collège le plus défavorisé, hein, il y a plus de la moitié des élèves qui qualifient pour le trouble. C'est-à-dire que
un outil qui est fait pour détecter 10 à 15% des troubles des individus, ben ici, il en détecte 60%, ce qui est énorme. Alors que dans le 9e arrondissement, où il n'y a pas de problème d'accès aux soins ni de stimulation culturelle, hein, ben on a 15 sur 168, donc moins de 10% des enfants qui sont repérés par le même outil. Et du reste, les 15, ils avaient tous déjà l'orthophoniste, ils étaient diagnostiqués depuis bien longtemps, etc. Alors qu'ici, évidemment, les 63, ils n'avaient pas du tout un diagnostic de trouble 10, hein. Ils étaient considérés comme des élèves en grande difficulté, ça oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans les cas intermédiaires, hein, on a ici un collège de niveau socio-économique intermédiaire, ici, et on voit que la performance est exactement intermédiaire, c'est-à-dire que l'incidence du nombre d'enfants qui relèvent du trouble est de 26 sur 70, à peu près un tiers, hein. Et un tiers, c'est déjà beaucoup plus que la moyenne attendue, hein, et ça incite à prendre des mesures spécifiques de remédiation et d'aménagement pédagogique de façon beaucoup plus incisive, beaucoup plus agressive, je dirais, que ce qu'on ferait dans un autre milieu. Alors voilà une représentation schématique, hein, du génétique et de l'environnemental. L'environnemental a beaucoup plus de rôle à jouer dans les milieux défavorisés, le génétique dans les milieux favorisés probablement, avec une incidence de 10 à 12% pour ces milieux-là et de 25 à 45% de troubles dans les milieux défavorisés, mais un effet sur le développement cérébral qui est commun aux deux. Et c'est la combinaison des deux qui entraîne l'effet sur le développement cérébral et qui entraîne les conséquences sur le développement cognitif. Donc la part jouée par l'environnement sur le développement cérébral et cognitif est d'autant plus grande que le milieu est plus défavorisé. Voilà, ben j'en ai terminé par une conclusion dont je vous laisserai prendre connaissance. Pourquoi les enseignants de primaire devraient-ils changer de paradigme? Et je suis prêt à répondre par mail à vos questions si vous en avez. Je vous remercie pour votre attention.